Envisageons ensemble le statut du gérant avec sa désignation, ensuite la durée de ses fonctions, sa rémunération, pour ensuite voir le cumul de ses fonctions avec un contrat de travail. Commençons par le statut. Dans le silence de ces derniers, les associés sont tous gérants. Il s'agit obligatoirement d'une personne physique, mais elle doit être dotée de la capacité civile sans être interdit, déchu ou bien incompatible. Dès lors, un mineur émancipé, un majeur sous sauvegarde pourra être gérant, un étranger enrôlé aux conventions de réciprocité seulement s'il détient une autorisation. Le gérant est associé de la société ou bien il peut s'agir d'un tiers. Par principe, il n'y a aucune limite d'âge ni aucune limite de cumul de mandats, sauf aménagement statutaire. Justement, le gérant est dit statutaire ou extra-statutaire, ou encore non statutaire, ou nommé par acte séparé, selon qu'il est désigné dans les statuts ou ultérieurement. La désignation est statutaire lors de la Constitution, la signature des statuts, ou bien il est nommé ultérieurement par vote effectué en assemblée générale ordinaire. Sur première convocation, la majorité est absolue, c'est-à-dire qu'elle intervient, cette nomination, par le vote d'un ou plusieurs associés qui représentent plus de la moitié du capital social. On parle de la majorité absolue ou d'une majorité ordinaire. Et si toutefois cette majorité n'était pas obtenue, eh bien, on peut envisager la convocation d'une deuxième assemblée, auquel cas la majorité est dite relative, à savoir que c'est à la majorité des votes émis des votants présents ou représentés. Exemple, si nous prenons une SARL avec 400 parts représentées par 4 associés, chacun possédant 100 parts, sur première consultation, le gérant devra obtenir un vote à la majorité de 200 plus une part, majorité absolue. Si toutefois cette majorité n'était pas atteinte, il conviendrait de convoquer une deuxième assemblée, faire une deuxième consultation. Si un associé s'abstient, il représente 100 parts sociales, ce qui veut dire que la nomination s'effectuera à la majorité des présents, à savoir sur 300 parts, soit à la majorité de 150 plus une part. Il est entendu que les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée sans être l'unanimité et peuvent prévoir la suppression de la deuxième consultation. Si le gérant est associé, il participe au vote de sa désignation. Pour l'opposabilité au tiers, il conviendra de procéder aux formalités de publicité auprès du CHAL avec une inscription au RCS RNE, puis l'insertion au BODAC à la diligence du greffier. La durée des fonctions de gérant. Par principe, le mandat de gérant est pour toute la durée de la société, sauf stipulation contraire des statuts. L'arrivée du terme met fin au mandat du gérant, il n'y a pas du tout de renouvellement automatique. C'est ce que l'on appelle une cause de démission forcée. Quant à la rémunération du gérant, les textes sont muets. Autant dire qu'il n'y a aucun texte de loi. Cette rémunération, elle est fixée dans les statuts ou par l'Assemblée des associés. Cette rémunération est fixe, variable ou indexée sur le chiffre d'affaires. Et la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2012, a énoncé pour la première fois que la rémunération d'un gérant peut être décidée en AGO avec participation au vote du gérant si ce dernier est associé. Il est entendu que rien n'interdit que les fonctions soient assumées à titre gratuit. Sur le plan fiscal, la rémunération est soumise à la catégorie des traitements et salaires. Sur le plan social, le gérant associé minoritaire ou égalitaire ou tiers est assimilé salarié. En revanche, si le gérant est associé majoritaire, il est considéré comme un travailleur indépendant et ne saurait cumuler son mandat avec un contrat de travail. En effet, il est possible pour un gérant de cumuler son mandat avec un contrat de travail si toutefois il satisfait les 3 conditions posées par la jurisprudence, à savoir la preuve de l'existence d'un travail effectif et réel,
Une distinction des fonctions de gérant et les fonctions techniques de contrat de travail et une distinction des rémunérations entre le mandat de gérant et le contrat de travail. Et surtout, il faut la preuve de l'existence d'un lien de subordination. Dès lors, le cumul est impossible pour le gérant associé majoritaire, c'est-à-dire celui qui détient plus de 50% du capital. Il est entendu que cette majorité se calcule avec le nombre de parts du gérant associé, celle de son épouse et éventuellement des enfants mineurs quand il y a les membres de la famille dans une SARL. Il en est de même quand la gérance collégiale est majoritaire, c'est-à-dire que plusieurs gérants sont associés et sont majoritaires. Les gérants ne pourront pas cumuler leur mandat si cette gérance collégiale détient plus de la moitié du capital social. En revanche, rien n'interdit à un associé qu'il n'a que la qualité d'associé, peu importe qu'il soit majoritaire, minoritaire, égalitaire. En tant qu'associé, seulement qu'associé, il peut cumuler cette qualité avec un contrat de travail en satisfaisant les conditions jurisprudentielles. La cessation des fonctions peut intervenir pour plusieurs événements, auquel cas c'est un effet miroir par rapport à la nomination. Il conviendra de toujours envisager une révocation qui s'effectue par principe en AGO à la majorité absolue, ce qui peut poser problème notamment lorsque le gérant est associé majoritaire. Pour l'heure, examinons ensemble les cas de cessation des fonctions de gérant. L'arrivée du terme du mandat constitue une démission forcée. La démission, elle est en principe libre. Elle est également en principe pour juste motif, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas intervenir de façon intempestive, brutale, auquel cas elle serait abusive et le gérant pourrait être contraint de payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi par la société. La révocation. On ne parle pas de licenciement, on parle de la révocation d'un gérant, de son mandat de gérant. Cette révocation est fondée sur un juste motif qui peut intervenir pour un comportement fautif, à savoir une violation de la loi, des statuts ou bien encore d'une faute de gestion. Cette révocation est donc décidée par un ou plusieurs associés qui représentent la majorité, donc plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte, les associés peuvent révoquer le gérant à la majorité des votes émis, la majorité relative, donc sur deuxième consultation. Une majorité plus forte peut être prévue dans les statuts sans atteindre l'unanimité. En revanche, si le gérant est révoqué sans juste motif, ce dernier a la faculté de recevoir des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Ce n'est qu'une simple faculté, c'est-à-dire que les statuts peuvent prévoir l'octroi de ce montant, comme le plafonner ou comme le supprimer. Après la révocation pour juste motif par les associés, examinons ensemble la révocation judiciaire, encore appelée la révocation pour cause légitime. Cette fois-ci, cette révocation n'est absolument pas décidée en assemblée générale des associés, mais en justice, à l'initiative de n'importe quel associé. Il s'agit d'une démarche qui est nécessaire quand le gérant est un associé majoritaire. En effet, puisqu'il ne va pas voter sa propre révocation, il s'agit d'une soupape de sécurité qui permet, dit-on, de contrecarrer, de contourner l'inamovibilité du gérant majoritaire ou du gérant égalitaire, puisque aucune majorité absolue ne se dégage. C'est une disposition originale que l'on rencontre dans les SARL, dans les sociétés en commandite par action et dans les sociétés civiles. Le cas du décès du gérant. Tout associé ou CAC, s'il existe, peut demander la convocation de l'Assemblée afin de procéder au remplacement du gérant unique décédé dans un délai de 8 jours à compter du décès. La nomination d'un nouveau gérant en cas de décès du gérant unique.